Espaly-Saint-Marcel n'est pas qu'une banlieue ordinaire en raison de sa proximité du Puy-en-Velay. Elle a son histoire et ses spécificités. La commune d'Espaly a ses spécificités et donc de ce fait-là, on a aussi des aménagements qui sont faits sur la commune et qui profitent aux Espagnols en particulier. Les orgues. Ce phénomène géologique a précédé notre histoire humaine de si longtemps. La formation de ces colonnes basaltiques s'est produite il y a 2 millions d'années. C'est un lent refroidissement de lave qui a donné naissance à ces prismes polygonaux d'une symétrie parfaite qui peuvent atteindre jusqu'à 20 mètres de hauteur. À les considérer d'en bas, les nombreux visiteurs comprennent facilement la raison pour laquelle on les a nommés ainsi. On les a classés monuments naturels en 1910. Ce sont les orgues d'Espaly. Le village fut habité d'abord par les Gaulois, puis par les Romains. Il s'appela tour à tour Spoleto en 990, Spalatum en 1088, Spaly en 1387, Espaly avec 2 L en 1393 et curieusement Raisin à la Révolution en 1793. Enfin, Espaly-Saint-Marcel à la suite de la fusion des 2 villages depuis 1795. En 1197, Bertrand d'Espaly, moine de la Grande Chartreuse, remit le château, situé sur le rocher, aux évêques du Puy, qui l'occupèrent comme résidence secondaire pendant 4 siècles. Ce château fut agrandi et fortifié par l'évêque Guillaume de la Roue entre 1263 et 1283, et le château accueillit des rois de France tels Saint-Louis, Charles VI, Charles VII, Louis XI. C'est dans ce même château que Charles VII apprit la mort de son père en 1422, fut proclamé roi et reçut le serment de fidélité de ses principaux vassaux avant son sacre à Reims le 17 juillet 1429. Ne disait-on pas à l'époque que du haut du rocher, Charles VII pouvait apercevoir l'ensemble de son royaume, tant la France était en situation difficile. Le château accueillit aussi les États généraux du Languedoc et du Velay en 1424. L'histoire des lieux fut particulièrement tumultueuse, voire violente, surtout à l'époque des guerres de religion. Entre 1443 et 1485, l'évêque Jean de Bourbon termina la construction du château. Mais bien avant déjà, en 409, les Vandales Alain et Suève pillèrent et brûlèrent la villa d'Espaly. Bien plus tard, les âmes des habitants de l'époque se souviennent certainement encore du siège de 6 jours, au terme duquel Jean de Bourbon, l'évêque du Puy, un des princes ligués contre le roi, qui s'était mis à la tête des ligueurs, se rendit aux sieurs de Rouffec et qu'Armand de Polignac fut arrêté pour avoir cherché à le secourir. En 1562, les religionnaires, le baron des Adrets et le capitaine Blacon, furent forcés de lever le siège du Puy et s'emparèrent du château d'Espaly et le ruinèrent. En 1574, le château fut pris par le capitaine de la Vacheresse, protestant, et repris par les soldats du Puy, Antoine de la Tour de Saint-Vidal en tête, qui fut grièvement blessé dans la bataille. En 1590, le même château et les murailles furent à nouveau détruits par le baron de Saint-Vidal. À la tête de 4000 hommes, il attaqua protestants et catholiques favorables au roi Henri IV. Ils abattirent les murailles et mirent le feu au village.
En 1601, l'ensemble fut entièrement et définitivement détruit par les ligueurs. Ici et là, un amateur des choses de l'histoire peut encore faire des découvertes. Le rocher de Ferragne, par exemple, appelé par certains le lion couché en raison de sa forme, fut occupé par le château des Espalies, seigneur de Ferragne, qui possédait aussi le château d'Espalies. Bertrand d'Espalie céda ce château d'Espalie à Bertrand de Chalancon, évêque du Puy, en 1197, et une branche de la famille d'Espalie s'installa plus loin, sur le site de Ferragne. À la fin du Moyen-Âge, le château passa à la famille de Lic. C'est là que vécut et mourut en 1570 Aymar d'Espalie, dernier descendant mâle de la famille. Le château fut complètement rasé en 1591 par les Huguenots. Il n'en reste aujourd'hui aucune trace. Ce petit donjon, que certains confondent parfois avec le château de Charles VII, ne fut construit qu'au XIXe siècle. Mais à cet endroit se trouvait le château de l'Arbousset. De 1420 à 1422, c'est dans ce château de l'Arbousset qu'Agnès Sorel, maîtresse de Charles VII, aurait séjourné son royal amant résidant sur l'autre rocher dit de Saint-Joseph et qui était alors un château féodal. Les deux châteaux étaient alors propriété des évêques du Puy. Quant au royal château dit de Saint-Joseph, il ne restait plus du site, au XVIIIe siècle, que des ruines avec celles du village, et quelques grottes mises à découvert par les destructions et qui servirent d'habitation à des familles pauvres. Le nom de Saint-Marcel, ou Galabrum, associé à celui d'Espalie, doit son nom à celui d'un évêque qui fut assailli en traversant le village, puis décapité par des païens. On éleva en son honneur une église qui fut jusqu'en 1795 une paroisse. Saint-Marcel, autrefois centre gallo-romain important, eut dès le début de l'ère chrétienne son église, détruite par les invasions vandales du IVe siècle. Ce bourg de Saint-Marcel subit aussi les guerres de religion, en particulier le 11 décembre 1589, où les protestants d'Espalie en profanèrent l'église, volèrent les ornements, brûlèrent le clocher et emportèrent les cloches. En 1591, des groupes venus de Polignac occupèrent Saint-Marcel et y mirent le feu. Les ligueurs donnèrent l'alerte. Les troupes du marquis d'Urfé décidèrent d'abattre et de démolir l'église, qui fut reconstruite en 1600. Mais 2 siècles plus tard, lors de la Révolution, elle fut désaffectée et sa cloche fut vendue. Le pont d'Estrouillat, aussi appelé le pont Vieux, aujourd'hui, est long de 210 mètres et large de 5 mètres. Ce curieux ouvrage porte la marque du XIIe siècle pour 4 arches, et des 15e et 18e siècles pour le reste. Il franchit à quelque distance en amont du bourg d'Aiguille la rivière la Borne, où celle-ci forme la limite entre Aiguille et la commune d'Espalie-Saint-Marcel. Le nom du pont, qui est mentionné pour la première fois en 1264, pourrait référer à une somme de 3 liards qu'il fallait autrefois payer en guise d'octroi, car, jadis, le pont d'Estrouillat défendait le passage pour ceux qui, venant de la route d'Auvergne, se dirigeaient vers Nice. En 1590, on avait promis 2000 écus à Pierre de la Rode pour qu'il cesse de détrousser les voyageurs sur la route de Toulouse. Le 25 janvier 1591, le chef des loyalistes de Chaste et Pierre de la Rode, qui attendaient la réponse à la croix au-dessus du pont d'Estrouillat, furent informés par le gouverneur Antoine de la Tour de Saint-Vidal que la ville du Puy était trop pauvre pour payer cette rançon. Injures, menaces peut-être, on convint d'un duel à 4. Mais au cours des discussions, de la Rode frappa traîtreusement Saint-Vidal, le laissant raide mort d'un coup d'épée au-dessus de l'œil droit. De Chaste et ses amis firent leurs adversaires prisonniers. Quoi qu'il en soit, même privés de leur chef, les ligueurs restèrent fidèles à la Ligue et à la Sainte-Union. Ainsi fut la vie à Espalie, faite de violences essentiellement dues aux croyances religieuses, de destructions et de reconstructions. 1884. La municipalité vendit le rocher Saint-Joseph à l'abbé Fontanille pour 19 000 francs. Il fit ériger une statue maquette de Saint-Joseph
de haute taille, en planches de bois découpées afin d'en connaître l'effet et surtout sensibiliser l'opinion sur la bonne idée d'avoir une telle statue sur le rocher. Celle-ci était déjà en place en 1895, quand elle fut projetée, un jour de grand vent d'hiver, dans la borne avant 1906. En 1910, le même abbé Fontanille fit à nouveau ériger la statue de Saint-Joseph. De 1913 à 1916, on construisit la basilique aux 2 tours crénelées, réplique de l'ancien château. La statue monumentale, de 22,40 m, qui domine la chapelle, a donc été construite en béton armé. Œuvre du frère André Besqueux, sa réalisation fut approuvée par le pape Pie X. Son inauguration et sa bénédiction eurent lieu le 11 avril 1910. Partie de la cathédrale du Puy, la procession entra dans Espaly, traversa le bourg, et c'est pour nous l'occasion de voir ce que les lieux traversés sont devenus. Après les discours de tradition, ou peut-être une messe, on prit la route qui remonte du bas d'Espaly, vraisemblablement en direction du rocher, de sa statue et de la basilique où la cérémonie dut prendre fin. Dans la vallée de la Borne, notamment sur la rive droite, on a exploité les calcaires sur les pentes du mont Ronzon, entre le boulevard Gambetta au Puy et le bourg d'Espaly, mais aussi à Cormail, jusqu'après la Seconde Guerre mondiale. Grâce aux remarquables documents de Roger Chouvy et Alain Crouzet, entre autres, il nous est permis d'évoquer une activité d'Espaly, la production de chaux. Dans les environs, la chaux semble avoir été utilisée dès l'époque des Gaulois pour certaines constructions de la ville du Puy. Fine et facile à atteindre, elle a servi plus récemment à construire plus d'une maison et s'est bâti une solide réputation avant de souffrir de la concurrence extérieure. Creusées pour beaucoup au début du XIXe siècle, les galeries, dont la plupart sont effondrées, bouchées ou murées, seraient présentes en nombre, en particulier sur les pentes du mont Ronzon, entre le boulevard Gambetta du Puy et le bourg d'Espaly, mais aussi à Cormail. On raconte qu'elles se superposaient parfois sur 3 niveaux et que certaines s'étendraient même jusque sur la commune voisine de Vasse-près-le-Puy, en passant sous le stade du Vieux-Zou. L'atmosphère y était aérée grâce à des cheminées. Certaines galeries atteignaient 1,80 m de haut et 2 m de large, permettant le déplacement d'hommes et de chevaux et la circulation de chariots sur rails. La plupart des fours utilisés étaient de 2 types.
À Espaly, sur les flancs du mont Ronzan en particulier, on n'utilisait que des fours du type cuisson rapide, intermittente, aux dimensions assez modestes, en pierre volcanique de pays, par 2 ou 3 généralement, et chauffés au bois le plus souvent. Aujourd'hui, il est bien difficile de reconnaître les lieux où ils se trouvaient. Essayez donc un peu d'imaginer seulement une quelconque installation dans d'anciens sites comme au 9 et au 47 boulevard Carnot pour ce qui concerne le Puy, au carrefour de la rue du Guesclin et de la rue Charles VII, au 3 chemin de l'Arche, au 11 rue Paul Bérard, un peu plus haut sur la route de Saugues, au 32 avenue de la Mairie, au niveau du centre de gestion territoriale, au stade du Vieux-Zou, du côté de Cormail, etc. Les galeries laissent aujourd'hui des traces, ça et là, lorsqu'elles provoquent des effondrements. Sinon, on les a bouchées, murées, pour des questions de sécurité, bien sûr. Il n'y eut pas d'accident mortel en raison des éboulements, mais ce sont les émanations dangereuses qui causèrent des morts. Aujourd'hui, il est un peu regrettable de ne pas avoir aménagé et sécurisé certaines galeries qui auraient sans doute intéressé nombre de scolaires et de touristes. Pas quelque chose qui est envisageable en tout cas. Au niveau de la main-d'œuvre, il fallait distinguer les carriers, ouvriers spécialisés chargés de l'extraction de la pierre à chaud, et les chauffourniers qui recevaient la pierre à chaud brute et la cuisaient dans des fours. Les chauffourniers résisteront à la pression d'une poignée d'années avant de tirer leur révérence au début du XXe siècle. L'activité souffrait de la pollution qu'elle engendrait. Il faut l'avouer, l'activité dégageait des vapeurs méphitiques. Pour parler crûment, ça puait. À la veille de la Première Guerre mondiale, il n'était plus que quelques-uns à exercer le métier de marchand de chaux à Espaly-Saint-Marcel. Plusieurs galeries ont rouvert 20 ans après avoir fermé pour accueillir une toute nouvelle production, celle des champignons de Paris. Ils poussaient sur des sacs de fumier de cheval jusqu'en 1977, date de la fermeture de la dernière champignonnière. La production atteignait 3 tonnes par semaine. 6 personnes travaillaient en permanence, 4 ou 5 pour la gestion du fumier en provenance de Lyon et 2 pour la cueillette. 1892. À la Société agricole et scientifique de la Haute-Loire, on commence, sur le modèle de Clermont-Ferrand, à évoquer la construction d'un réseau électrique en même temps que la création d'une ligne de tramway entre Espaly et Saint-Marcel et Brive-Charensac, en passant par les 14 ponts, et Espaly et la gare du Puy. L'affaire fut confiée à l'ingénieur Pierre Farigoule en 1896. La ligne eut une existence éphémère. Pendant la guerre de 14-18, le matériel souffrit d'un manque d'entretien, cause d'une usure rapide. Le tram était de moins en moins rentable. Le décès de Pierre Farigoule en 1914 fut fatal à la ligne dont le démontage des installations commença le 18 août 1923 à Espaly. Plus de vestiges aujourd'hui, à part au numéro 26 avenue d'Espaly. Hop hop hop, ça va pas non? C'est seulement un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent. N'allons pas plus loin, c'est le Rio Pezuyu. Des bagues comme celles dont Charles VII avait fait cadeau à Agnès Sorel et dont les saphirs provenaient du Rio Pezuyu. Des colliers, des couronnes, des mains de justice comme celles réalisées en 1804 pour le sacre de Napoléon, des anneaux. Ces somptueux objets ayant appartenu aux rois, reines, papes, ont un point commun. La plupart brillent de saphirs ramassés ici, donc, dans le Rio Pezuyu, ce petit ruisseau qui ne paye pas de mine, qui coule sur les pentes du mont Croustet et va se jeter discrètement dans la borne à Espaly-Saint-Marcel.
Au Moyen-Âge, le saphir provenait du puits, seul gisement connu à l'époque en Europe. Ce ruisseau a donc une riche histoire liée à la recherche et à l'exploitation de gemmes dans la région. Mais il faut aujourd'hui s'armer de patience et d'optimisme pour espérer faire encore des découvertes, sauf peut-être dans les champs avoisinants. Pépito a pratiqué, mais il n'a jamais fait fortune. Cependant, l'association Zircon, qui essaie d'œuvrer tout au long de l'année sur différents sujets, afin de faire découvrir ou redécouvrir les richesses de la commune, s'est intéressée en particulier au Rio Puzuyu, avec ses pierres semi-précieuses, comme elle l'a déjà fait avec les anciens fours à chaux. Qui l'eût dit, qui l'eût cru, mais s'agissant de cru justement, l'association Zircon s'est également intéressée à la vigne qu'elle a replantée à Cormail depuis quelques années. Et après, comme je disais, les vignes aussi, il faut savoir qu'on a fait la première production de vin est sortie l'année dernière, donc en 2024. Et là, cette année, il y a eu des vendanges. Et donc, il y a une canne qui s'est faite avec tout le matériel pour vendanger, pour produire et pour mettre en bouteille. C'était autrefois l'une des principales cultures à Espaly-Saint-Marcel. Proximité d'une ville sainte oblige. Cela ressemble un peu à une gageure, mais les chambées aménagées au flanc du volcan Denise constituent un abri propre à ce genre de culture. En 2024, Nicolas Léger, l'œnologue conseil du domaine, estima que les raisins étaient mûrs pour la première vendange du Clos du Paradis. L'objectif était de produire 3000 bouteilles, mais pas encore disponibles à la vente. Très bien. Et puis on a aussi les papeteries. Ni les zircons, ni la vigne, pas plus que les processions, ne peuvent permettre à la population de vivre décemment à Espaly-Saint-Marcel. Mais la commune abrite une variété d'industries dont International Paper Espaly, autrement connue comme les papeteries d'Espaly, la société la plus ancienne sur le bassin du Puy. C'est une entreprise leader dans l'industrie de l'emballage et du conditionnement, qui met ses décennies d'expérience et son savoir-faire inégalé au service de clients. Vers 1630, un certain Pierre Fiou exerçait déjà cette activité grâce à l'eau de la Borne. Mais c'est vraiment en 1840 que M. Besson se lança dans la fabrication de pâte à papier. En 2002, cette activité donnait du travail à 190 personnes et produisait 52 000 tonnes de carton ondulé. En 1967, la société Pagès construisit une usine d'herboristerie qui n'a cessé de se développer. L'actuelle société Pagès SA se spécialise dans le conditionnement de plantes pour infusion de toutes sortes. En 2002, 800 millions de sachets sortaient de l'établissement tous les ans. 110 à 130 employés travaillent dans les 10 000 m² de bâtiments couverts. À Fontany, on sait tous par où l'équipe est passée et le résultat aujourd'hui, c'est une entreprise qui prospère et qui fonctionne très bien dans tout le régime du sol. En 1964, une usine ultramoderne sort de terre au Cégala, à Espaly-Saint-Marcel. Héritière des traditions dentelières Fontanille, Elastel connaît alors un succès fulgurant et comptera bientôt 800 machines et dans les 2 à 300 employés. À cette période, les techniciens et ingénieurs mettent au point la bretelle élastique de soutien-gorge. Mais à la suite de difficultés de gestion, de bilans négatifs, de reprises diverses et de restructurations, la maison connaîtra des hauts et des bas. Finalement, en décembre 2025, c'est une nouvelle entreprise textile qui ouvre ses portes. Fontany Scope est conceptrice et fabricante de dentelles du Puy-en-Velay et de rubans élastiques pour 3 secteurs, le médical, la mode et la lingerie. L'entreprise emblématique du Puy-en-Velay, labellisée Entreprise du patrimoine vivant, emploie actuellement une 50aine de salariés. Le commerce spécialisé en pneus Siligum Pneu Clean Service, basé à Espaly-Saint-Marcel, est spécialisé dans la commercialisation et l'entretien de gommes pour véhicules légers, véhicules tout-terrain, 2 roues et camionnettes. Qui est une structure conséquente sur la commune. On a effectivement des véhicules qui sont là-bas vers la Verveine. En plus de la commercialisation de gommes,
Siligom Pneu Clean Service met à disposition des options comme la pose, l'équilibrage et la maintenance des pneus. Nous ne sommes plus à l'époque où il y avait un bistrot par habitant, mais les Espavios ne sont pas en manque de médecins, services divers et petits commerces. Avec école maternelle, école primaire et le lycée professionnel Auguste Aymar, la jeunesse dispose des enseignements traditionnels. Alors, il y a le tissu associatif qui est important sur la commune et l'importance donc, des bénévoles qui s'impliquent dans ce tissu associatif. Il est important de rappeler que dans les communes, et particulièrement les petites communes, le tissu associatif a une grande valeur. La maison des loisirs Auguste Dumas, c'est un lieu d'éducation populaire, un accueil collectif de mineurs, c'est un organisme de formation continue et le point d'appui à la vie associative. Parmi ces activités, on propose atelier peinture, aïkido, badminton, bukeki, chorale, couture, dentelle, magie, patchwork, poterie, sophrologie, yoga du rire. Un choix plutôt riche et varié. La MJC a de quoi bien occuper la population au niveau des loisirs. Mais ils peuvent encore trouver de la besogne avec les sports. Là aussi, il y a pléthore. À partir de 1942, le canal des Papeteries fut utilisé comme bassin pour les cours de natation et pour l'entraînement d'une équipe de l'ASM du Puy. C'est là qu'en juillet 1943 eurent lieu les championnats départementaux de natation avec plus de 60 nageurs et nageuses. Utilisée jusqu'aux années 60-70, cette piscine fut remplacée par une autre qui disparut pour laisser place à la halle multi-activité des orgues. Grâce aux installations partagées et dues parfois à la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, la halle des orgues, justement, le gymnase municipal, le terrain de tennis proche du Vieux-Zoo, le stand de tir sportif, 2 terrains de foot. À Espaly, on a deux stades. On a le stade du Vieux-Zoo et on a le stade de Massot qui sont tous les deux sur la commune. Le sport occupe une place non négligeable. Avec le basketball, le tir sportif, le tir à l'arc, la gymnastique, le judo, jiu-jitsu, le handball, le karaté, la musculation, la pétanque, le tennis, le volleyball, le badminton, le VTT, l'équitation. Qui accueille beaucoup de personnes, qui accueille des compétitions également, qui s'agrandit, qui continue à s'agrandir, et donc qui est une vraie plus-value aussi sur le secteur. La randonnée pédestre, au sujet de laquelle il faut signaler le magnifique sentier de randonnée des Berges de la Borne, qui va de Brive-Charensac au moins, jusqu'au stade Massot à Espaly et pour lequel on prévoit un prolongement jusqu'au gymnase. L'aménagement des rives de la Borne, c'est-à-dire permettre de continuer l'aménagement qui actuellement existe du stade Massot pour arriver jusqu'à Espaly, le long de la Borne, pour arriver jusqu'au gymnase. Voilà. Et le football. Il n'y a pas que le football dans la vie, mais il y en a. Et si je n'en parlais pas, chaque coin de rue serait pour moi un coupe-gorge. Alors bien sûr, il y a le foot.
Et l'on doit reconnaître que le Football Club d'Espaly a réalisé récemment un exploit que le bourg et toute la région ne sont pas près d'oublier. Déjà, jamais en 51 ans d'histoire, Espaly n'avait disputé la finale de la Coupe de la Haute-Loire. Et ne voilà-t-il pas que le mercredi 15 janvier 2025, le FC Espaly, National 3, accueillait le Paris Saint-Germain, les leaders incontestés du football national, s'il vous plaît, au stade Marcel Michelin de Clermont-Ferrand. Ne voilà-t-il pas qu'ils furent les premiers à inscrire un but, annonciateur d'ailleurs d'un second? On sait ce qu'on a à faire. Défensivement, offensivement. Jules, on voit ce qu'il me reste à faire, on parle beaucoup à tout le monde, ok? C'est le moment des actes, les mecs, hein. Et faire, montrer ce que vous savez collectivement. Ils sont venus chez nous, ils ont fait la fête. Avec tout ce qu'il faut. Tout pour la fierté ce soir, tout pour la fierté. L'initiative, hein, est là pour créer des différentes occasions, buts, les balles. Allez, dès le début. Allez, dès le début. Le Paris Saint-Germain est en déplacement à Clermont-Ferrand, en terre auvergnate, pour y affronter Espaly Saint-Marcel, club de National 3. Et un premier hors-jeu signalé, hors-jeu de position de Maxence Fournel. On a vu déjà l'intervention autoritaire derrière. La qualité de la passe de ce garçon-là, ah oui, superbe dans le dos des défenseurs. Magnifique, hein. Ballon récupéré par Russo, qui joue avec Mézabert, tente de lancer Fournel. Le drapeau ne se lève pas, l'action peut se développer. Fournel qui a réussi son dribble sur Hernandez d'abord, sur Zahir Emery ensuite. Mézabert qui va pouvoir centrer, ce ballon détourné. L'ouverture du score signé Kevin Giessi. C'est le coup de tonnerre ici, au pays des volcans. Espaly, antépénultième de la poule I de National 3, ouvre le score grâce à un joueur qui aurait pu être un professionnel international, moins de 21 chez les Albanais, qui est ici devenu français. Il est devenu alti-ligérien et il permet à son club, Espaly Saint-Marcel, de mener 1-0 face au Paris Saint-Germain. C'est absolument ahurissant. Ah ça va leur donner vraiment une grande confiance. C'est sur cette récupération-là qu'ils vont... Bon, le résultat final, 4-2, correspondit à la logique. Mais quel exploit pour ceux qui resteront à jamais les héros du Piouzoù. On l'a vu notamment dans le cadre de la victoire du match, du foot. Quand on se déplace dans la commune d'Espaly, en fait, on remarque qu'il y a plein de petites ruelles. On a un potentiel sur la commune. Il faut qu'on mette en valeur ces petites rues et qu'on arrive à inciter les gens à se promener, à déambuler dans la commune. C'est vrai que s'agissant de touristes, ou des habitants eux-mêmes, il est bon de découvrir ou de redécouvrir ces petites ruelles du vieil Espaly. Et si l'on se souvient que la randonnée pédestre des berges de la Borne s'arrête officiellement au stade Charles Massot, on est en droit de penser que l'idéal serait de la prolonger jusqu'au vieux bourg d'Espaly, avec le rocher en point d'orgue, si l'on peut se permettre. Ah, bien sûr, on ne verra plus, hélas, ce vestige du siècle précédent.
on ne croisera plus un de ces derniers éleveurs activant ces animaux pour finir de gravir la pente de la rue Auguste Souchon afin d'atteindre l'avenue. Pas plus qu'on ne pourra sourire devant cet autre paysan que salue Madame Sahu, qui n'est pas prêt de comprendre pourquoi une intelligence méphistophélique a changé son paisible couple de bœufs en une paire de mules rue Ernest Rome. Mais à circuler parmi ces murailles rafraîchies, certes, mais imprégnées des saveurs d'un présent paisible, qui connut pourtant un passé agité, à laisser nos pas errer dans une atmosphère semblable à celle d'un village méridional, où la lumière du soleil vient caresser les façades, on finit par sentir un de ces petits bonheurs rares, faits de sérénité et de charme. Heureux Espavio.